Au lendemain de l'attaque de Niamey, le général Tiani s'est porté donc sur les lieux ciblés. Et sur place, il a constaté les dégâts et a salué la riposte apportée donc par l'armée. Dans son message, il a accusé énormément le président Alassane Ouattara, notre président, le président de la Côte d'Ivoire, le président Patrice Talon du Bénin et le président français Emmanuel Macron de soutenir les assaillants qui ont frappé dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 et a assuré que bientôt on les entendrait rugir. Élisée, voici notre triangle. Comment est-ce que vous le comprenez ? Ben déjà, moi, dans les propos du président nigérien et dans l'attitude de la Côte d'Ivoire, je perçois deux méthodes qui, pour moi, sont symptomatiques même de la trajectoire que décide de prendre chaque régime. Nous avons un régime malien, nigérien, arrivé au pouvoir par les méthodes que nous savons tous, pas besoin de revenir là-dessus, et donc victime ou du moins en proie à une situation de terrorisme, et donc une attaque, et qui trouve pour bouc émissaire la Côte d'Ivoire, la France et le Bénin. La Côte d'Ivoire, en face, en termes de réaction, utilise les voies les plus formelles, les plus administratives qui soient. Donc, il montre toute la capacité d'un État normal, responsable et sérieux doit agir donc au travers de son ministère des Affaires étrangères qui convoque donc l'ambassadrice du Niger. Je vois donc deux méthodes totalement opposées et, comme je le dis, qui sont symptomatiques de la trajectoire que chaque régime décide de prendre. Élisée, ce n'est pas la première accusation de Niamey. Est-ce que nous avons justement eu une réaction comme ça du gouvernement ivoirien lors de la première accusation? Il y a eu une première accusation de Niamey le 25 décembre 2024, oui, tout à fait. où le même général Tiani accusait la Côte d'Ivoire de préparer des soldats et même de former des Nigériens résidant en Côte d'Ivoire ici afin de déstabiliser le régime. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu aucune once de preuve de cette accusation. Et 3 jours après cette accusation, l'état-major était monté au créneau par la voix de son responsable premier, le général devenu maintenant général d'armée, mais qui était en son temps général du corps d'armée, et qui était monté au créneau et qui avait donc interpellé les autorités nigériennes sur le fait qu'elle devait être beaucoup plus sérieuse que ce qu'elle faisait actuellement. Que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas tolérer d'être accusée. Donc l'armée avait réagi. Donc l'armée avait réagi. Aujourd'hui encore, c'est une autre accusation, vraiment très grave, très très grave. Et cette fois-ci, l'armée ne réagit pas, mais le ministère des Affaires étrangères décide de convoquer l'ambassadeur. Mais on note une chose, moi je veux à un moment donné qu'on ne soit pas content ou qu'on soit en des thèmes pas vraiment, je veux dire, assez élogieux vis-à-vis d'un régime ou bien qu'on soit vraiment en bisbille avec un régime, ça peut arriver. Mais cela ne doit pas nous départir, excusez-moi du thème, mais de notre sérieux et de notre rigueur. Quand vous finissez d'accuser la Côte d'Ivoire, le Niger, la France et le Bénin, et que quelques heures plus tard, l'État islamique revendique l'attentat, mais vous passez pour qui? Vous passez pour qui? Quand vous accusez la Côte d'Ivoire d'être responsable de cette attaque, quand vous accusez la France d'être responsable de cette attaque, quand vous accusez le Bénin d'être responsable de cette attaque, cette coalition-là, de cette mise ensemble, vous déstabilisez. Et puis juste quelques heures après, l'État islamique, dont se revendique le JNIM d'ailleurs, fait un communiqué pour dire qu'ils sont les auteurs de cet attentat et même menace encore d'en faire plusieurs parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Vous passez pour qui? Qui plus est, c'est le premier responsable de ce pays-là qui prend la parole pour accuser. Et quelques heures après, voilà un démenti cinglant de l'État islamique. Je pense que quand on dirige un pays, excusez-moi, je n'ai pas de leçon à donner à quelqu'un, mais ça appelle beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de mesures de responsabilité que ce à quoi on assiste. Vraiment, excusez-moi, dans l'espace AES de la part de certains dirigeants. Ça nécessite vraiment qu'on puisse sérieusement s'asseoir et se poser les bonnes questions. C'est ce que je veux dire en entame. Monsieur Gali, encore une fois, merci d'être avec nous. Je déplace le triangle justement d'informations vers vous. Pourquoi déjà ces 3 pays sont portés donc au pilori par le président du Niger? Pourquoi la Côte d'Ivoire, le Bénin et la France? Je pense que dans cette situation, il y a une double gravité. D'abord une gravité verbale et ensuite une gravité que je qualifierais de principielle. Verbale parce que, comme vient de le souligner mon collègue, il y a quelque chose d'extrêmement grave à ce qu'un chef d'État, par une voix de vidéo, donc qui n'est pas une voix officielle, prenne la parole pour accuser 3 autres chefs d'État d'être au fond complices pour une tentative de déstabilisation et d'attaque. Pourquoi ces 3 États ont-ils été choisis? La France et la Côte d'Ivoire ont des relations de longue date. La France également a été accusée, déjà on le sait au Bénin, d'avoir des bases obscures, soi-disant, pour déstabiliser le Niger. Donc ce sont des accusations que nous avons déjà vues. Mais je pense que ce qu'il y a de plus grave dans ces accusations-là, et c'est ça le volet principal que j'évoquais, en tant que juriste et investigateur financier, nous fondons toujours une situation en fait et en droit. Et il n'a été porté à la connaissance de personne qu'il y aurait des éléments probants qui laisseraient à croire que la Côte d'Ivoire, le Bénin ou la France seraient d'une manière ou d'une autre impliqués dans cette aventure, d'ailleurs revendiquée par l'État islamique il y a quelques heures. Et ça, pour moi, ça montre le climat de défiance et la gravité aujourd'hui des relations entre chefs d'État, où on en arrive à accuser ses pairs alors même que nous n'avons aucune preuve. Il n'y a pas eu, à ce que je sache, des preuves comme quoi il y a eu par exemple des transferts de fonds qui venaient de France ou qui allaient financer des terroristes ou des hommes. Il n'y a pas eu non plus de preuves au niveau militaire, en termes d'intelligence. Il n'y en a pas non plus eu au niveau diplomatique. Donc
tous ces faits-là, rien n'a été prouvé, des accusations sans fondement et sans preuve, et qui témoignent de la gravité de la détérioration des relations entre pairs en Afrique de l'Ouest. Alors, si on revient sur le point de la Côte d'Ivoire, vous avez tenté de donner un explicatif. Regardons un peu le point du Bénin. Pourquoi le Bénin est accusé justement dans cette tentative par le Niger? Est-ce consécutif aux antécédents qu'on connaît entre les deux pays? Écoutez, on sait depuis quelques années que la situation entre le Bénin et le Niger est catastrophale. Là, des points d'achoppement, la frontière qui est fermée, ouais. Et avec le pétrole, je crois que c'est quand même plusieurs millions de dollars qui sont perdus par jour. Et il y a quelques semaines encore, il y a eu d'ailleurs un attentat contre ce pipeline qui maintenant est trouvé. Donc, je crois que le Bénin et la Côte d'Ivoire font partie, j'allais dire, des boucs émissaires préférés du Niger, pour des raisons politiques, mais aussi certainement pour des raisons aussi économiques. D'un côté, nous avons effectivement ce pipeline qui est bloqué, qui est un manque à gagner important, et de l'autre aussi, on en parlera peut-être, l'uranium qui n'arrive pas à sortir du pays et où il y a effectivement des intérêts français en jeu. Et donc cette question est très complexe, elle est à la fois politique, sécuritaire, mais aussi économique, peut-être même surtout économique, puisque l'argent c'est le nerf de la guerre, sans jeu de mots. Gandhi Koué, quel est votre regard, justement, votre lecture de ces axes que nous avons donc développés? Le ministère des Affaires étrangères qui a réagi, qui a convoqué donc Madame l'ambassadeur du Niger, son Excellence Madame l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. L'État islamique qui finalement revendique la tentative d'attentat, et puis l'accusation très très grave portée donc contre le président ivoirien, béninois et français. Christelle, écoutez, moi d'abord je voudrais saluer l'attitude de notre pays, du gouvernement ivoirien, qui a fait preuve vraiment de responsabilité en convoquant déjà l'ambassadeur de la République du Niger, en fait pour exprimer son indignation. Je pense qu'entre États, il y a quand même une posture à pouvoir adopter. Et selon vous, c'est la posture à adopter, la voie diplomatique? Quand même, quand on est des États, je pense qu'il y a des canaux pour se parler. Et c'est cette posture-là qu'il fallait choisir. J'ai écouté le président tchadien, mais j'avoue que... Nigérien, désolé, toutes mes excuses. J'ai écouté le président nigérien, mais j'avoue que j'ai été très surpris. Je me suis cru vraiment à un débat d'informel, j'ai pensé même à un homme de la rue, mais hélas. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, il y a des canaux quand même, mais quand on se met là à faire une vidéo et on dit des propos sans la moindre preuve contre un État, je pense que c'est quand même extrêmement grave. Mais la Côte d'Ivoire, comme c'est un pays, comme on l'a dit, de paix, on a été fidèle, on est resté tout calme, comme le chef d'État l'a toujours fait face aux accusations. Il a une posture républicaine, une posture d'homme d'État, et il réagit à travers les courriers qui font plus responsables. Et avec ça, le temps lui donne raison. Moi, je me demande, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est pas pour minimiser quand même le Niger, mais quel serait l'intérêt pour un État comme la Côte d'Ivoire d'aller aujourd'hui au Niger pour pouvoir faire un coup d'État? À quelle fin? Quel est l'intérêt? Quel est le non-dit? Parce que c'est vrai que l'uranium, peut-être qu'ils ont, mais et c'est même pas un pays frontalier. Et pensez-vous que quand on veut faire un coup d'État dans un pays sérieux, c'est l'aéroport, avec des grandes nations comme la France, c'est l'aéroport seulement, on prend des tirs, on se limite à là. J'ai été surpris parce que je pensais que le chef de l'État allait nous dire les assaillants qui ont été pris, il y avait des Ivoiriens, il y a des gens qui ont fait des aveux, mais bon, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, hein, c'est le quotidien, c'est le terrain. Quand les gens ont des difficultés en interne, il va falloir trouver un accusateur, un bouc émissaire pour dire en fait ça vient de l'extérieur. Sinon je ne vois vraiment pas qu'est-ce qui pourrait faire le sérieux de ces accusations-là à l'égard de notre pays. Je veux parler de notre pays que je connais parce que je ne parlais pas du Bénin, de la France qui a aussi des présidents, je pense qu'ils auront l'occasion d'intervenir, mais déjà à notre niveau, je ne vois pas l'intérêt et qu'est-ce qui pourrait poser. Et mieux, il n'a pas pensé vraiment au nombre de citoyens qui sont dans notre pays parce qu'il y a une chose qui est claire. Les citoyens nigériens qui sont aujourd'hui dans ce pays-là, quand on s'appelle Niger et qu'on sait qu'on a plusieurs citoyens dans d'autres pays, il y a quand même une posture à adopter. C'est une posture irresponsable, mais je pense que la Côte d'Ivoire, fidèle à sa posture, a su quand même dribbler cette manière-là et à travers le communiqué. Et il y a l'État islamique qui avait quand même venu nous donner raison. Voilà. Marius Komoué. C'est vraiment dommage. Je puis le dire parce que j'ai été de ceux-là qui ont toujours appelé donc au sens du dialogue. Le dialogue vrai qui a toujours réuni les relations bilatérales entre les États de l'Afrique de l'Ouest et au-delà de la CEDEAO. Et j'aurais même bien voulu que cela se poursuive jusqu'à l'Union africaine. Au moment où l'Europe consolide son unité, l'Afrique continue de se désunir davantage. On peut certes se plaindre, et je fais partie de ceux-là qui se plaignent de la situation que traversent nos États de l'Afrique de l'Ouest. Je dis bien nos États, je ne dis pas les États. Parce que je me considère en tant qu'Ivoirien comme Nigérien. Je me considère en tant qu'Ivoirien comme Malien. Je me considère en tant qu'Ivoirien comme Burkinabé. Autant des Burkinabés vivent ici et se considèrent comme des Ivoiriens à part et entière, autant des Maliens sont nés ici, ont vécu depuis des générations et se considèrent aujourd'hui comme des Ivoiriens. Je vis en Côte d'Ivoire, mais je me considère comme un des leurs. Alors, quand j'entends un chef d'État à un tel niveau de responsabilité, avoir l'avenir de tout un pays entre ses mains, tenir de tels propos, sans une once de preuve, Élysée l'a dit, c'est aberrant. Les propos tenus contre des chefs d'État d'un autre pays frère, à l'exclusion, je pourrais dire, de la France, suscitent pour nous, comme on en a entendu par le passé d'autres chefs d'État dans l'AES, suscitent chez nous, dis-je, un certain nombre d'interrogations. Que vise-t-on dans les relations entre les États de l'AES
avec les États de l'Afrique de l'Ouest, les autres États de l'Afrique de l'Ouest, de l'UEMOA. De la CEDEAO. De la CEDEAO même au besoin. Parce qu'au final, quand vous écoutez les propos tenus par M. Tiani, on ne pas dit le président Tiani, Bien sûr. mais il y a de la menace. Il profère des menaces contre ma Côte d'Ivoire et donc contre des Nigériens vivant même en Côte d'Ivoire. Il profère des menaces contre le Bénin. Il dit qu'il va rugir et qu'il a trop entendu aboyer les chefs d'État du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Lui maintenant, on doit s'attendre à les voir rugir. Oh, c'est le lion qui rugit. Quand le lion rugit, il se prépare à attaquer. Le lion ne rugit pas pour rugir. C'est le chien qui aboie. Il nous compare, il compare nos chefs d'État à des chiens. C'est des propos qui ne doivent pas être tenus par un chef d'État. Et ça, je le condamne avec ma dernière énergie. Et je souhaite vivement que la table de discussion que j'ai toujours appelée dans les relations entre nos États se mette en place pour vider les incompréhensions, pour allumer le calumet certainement de la paix, afin d'aider le Niger à sortir de l'ornière, de la situation dramatique qui est la sienne, avec des djihadistes à ses portes jusqu'au sein, à l'intérieur de Niamey, qui est la capitale. Il faut qu'on réfléchisse à ces choses-là, que de toujours entendre des déclarations de ce genre, mettant à mal les relations toujours, aujourd'hui conflictuelles, entre la France et le Niger. On le sait déjà, les relations sont déjà conflictuelles depuis le coup d'État de 2023, mais entre la Côte d'Ivoire, mais le Niger vient toujours en Côte d'Ivoire, les bétails viennent toujours en Côte d'Ivoire, du Niger bien entendu, viennent toujours en Côte d'Ivoire. On n'a aucun problème économique avec eux. On continue de commercer. Les populations continuent de fréquenter les deux États. Alors d'où vient-il que, bon, pour pouvoir se faire un nom au niveau de l'opinion publique, eu égard à la situation djihadiste qui n'empêche de véritablement exercer son pouvoir, ils viennent rejeter son incapacité sur la Côte d'Ivoire. Je condamne cela et je le dis avec la dernière énergie, plus jamais ça. Docteur Barry, votre compréhension justement de tous ces points est attendue. Maintenant, allez-y. Christelle, je pense que c'est Heidegger qui disait qu'on cherche un chef ou un responsable, c'est pas pour trouver des excuses, c'est pour prendre des décisions et trouver des solutions à des problèmes. Le général Abdourahmane Tiani, depuis son arrivée au pouvoir, c'est quelqu'un qui a toujours accusé les autres. Chaque fois qu'il y a une attaque, c'est toujours la France, c'est toujours le même narratif, la Côte d'Ivoire, le Bénin. La Côte d'Ivoire, comme ils l'ont dit, n'est pas frontalière du Niger. Donc je ne sais pas comment et pourquoi. C'est facile pour lui, par exemple, de savoir ce qui se passe à Abidjan. Une fois, il a dit qu'il y avait des mercenaires qui se formaient à Jacquesville et tout. Il sait ce qui se passe à Abidjan. Il sait ce qui se passe au 43e Bima. Il ne sait pas ce qui se passe chez lui. Parce que ceux qui viennent attaquer, on sait tous, quand vous regardez la carte, Christelle, la zone la plus touchée au Niger, c'est la région de Tillabéri, avec 1200 morts depuis son arrivée au pouvoir. Et autre chiffre très important, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, lui, le général Tiani, il y a eu 1700 victimes d'attaques djihadistes au Niger, civils et militaires. Les zones les plus touchées, je l'ai dit, c'est Tillabéri. Tillabéri, ce n'est pas à la frontière du Bénin, ce n'est pas à la frontière du Nigeria, c'est à la zone des trois frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est là que se trouve Tillabéri. Donc, si des frontières sont poreuses, c'est celle-là. Pourquoi il n'accuse pas le Mali? Pourquoi il n'accuse pas le Burkina Faso? C'est la Côte d'Ivoire qui est un pays à près de 3000 km de lui qui l'accuse. Le Bénin, la frontière est fermée. Donc si des gens traversent la frontière, c'est que côté nigérien, on avait preuve de flexibilité. Ou bien ils ont acheté les militaires qui sont à la frontière. C'est une question de raisonnement en fait. Et autre chose, comme je l'ai dit, la zone des trois frontières, la base aérienne qui a été attaquée, la base 101, elle abritait un détachement des troupes coalisées de l'AES. Mais le général Tiani a dit quelque chose de très important. Il a remercié la Russie. Ah oui, tout à fait. Ah bon? Donc aujourd'hui, on remercie des troupes étrangères qui viennent en renfort. Je pense que quand la France est intervenue au Bénin à la demande du président Talon, qui est chef d'État du Bénin élu, son régime a été attaqué. De son droit, il a demandé à la France et à la CEDEAO d'intervenir. Ça criait au loup. Non, la France, la souveraineté, violation des souverainetés. Donc, des soldats russes peuvent intervenir au Niger. Ça ne pose pas de problème à quelqu'un. Ça ne pose pas de problème de souveraineté. Ça va. Tant que c'est la Russie, tant que c'est la Chine, tant que c'est la Turquie, ça va. Le loup, c'est la France. C'est ce narratif qu'on a servi, excusez-moi, aux rues. J'ai dit bien aux rues. Parce que quand vous allez à Ouagadougou, vous allez à Bamako, il y a des gens qui sont dans les carrefours, qui font des vidéos. C'est à ceux-là que le général Tiani s'adresse. Pourtant, le Niger, aujourd'hui, a besoin de tranquillité. Monsieur Gali a évoqué la question de l'uranium. Aujourd'hui, c'est des pertes colossales parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et Orano a saisi la justice. Parce qu'il y a un contrat qui lie Orano à l'État du Niger. Donc personne, aucun État sérieux ne va acheter cet uranium au risque d'avoir un litige devant les tribunaux et de payer des dédommagements à Orano. 1000 tonnes étaient au port de Lomé. Les 1000 tonnes, le navire russe qui est venu récupérer les 1000 tonnes, il est retourné à son port en mer Noire. Aujourd'hui, les 1000 tonnes sont à la base aérienne 101 de Niamey.